Je vais commencer par vous présenter. Euh, euh, Bertrand Roqueton, qui est responsable directeur de développement numérique chez Hachette. Je me suis pris des pieds dans mes notes, c'est bien. Je le connais par cœur, mais je ne sais pas son titre par cœur. Voilà, responsable développement distribution numérique. À ses côtés, Diena Badia, qui travaille au ministère de la Culture, où elle est chargée de mission livre numérique et édition accessible pour le service du livre et de la lecture. Ensuite, Laurence Zesser, qui est responsable informatique éditoriale dans le groupe Editis, dans la partie Editis Éducation. Et puis Louis Marle, qui est responsable production numérique chez Albin Michel et qui est aussi l'animateur du groupe Normes et Standards, qui fait partie de la commission numérique. Alors je m'adressais en premier à Dienaba avec une question assez simple. Pourquoi est-ce qu'on ne cesse de parler de la date de 2025 ? Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Que va-t-il se passer en 2025 ? Notamment. En plus d'un anniversaire important, puisque a été votée en 1975 la première loi d'orientation relative au handicap. Et je trouve ça assez heureux quand nombre d'acteurs économiques vont devoir rendre accessibles leurs produits et leurs services. Donc c'est une directive qui concerne un nombre de secteurs assez important. On va des services bancaires au transport ferroviaire, au transport urbain, suburbain, les services téléphoniques d'urgence. Donc vous imaginez la complexité de se mettre d'accord avec l'ensemble de ces secteurs. Et dans cette directive figurent aussi les livres numériques, les logiciels spécialisés et les liseuses. Et donc, qu'est-ce que ça fait peser comme obligation pour les éditeurs, l'entrée en vigueur de cette directive ? Donc les obligations qui vont peser sur les éditeurs, c'est que les éditeurs auront à produire des livres numériques que l'on appelle déjà des livres numériques nativement accessibles. Sachant que tous les éditeurs ne seront pas concernés par ces obligations, parce qu'il y a dans la directive 3 motifs d'exemption. Je continue ? Oui, c'est peut-être bien de mentionner ces exemptions rapidement, mais... Donc il y aura des exemptions pour les micro-entreprises, des exemptions pour charges disproportionnées et des exemptions pour modifications fondamentales. Donc évidemment, à ce jour, ce sont des mots derrière lesquels on a encore tous du mal à mettre des réalités, sachant qu'il y a une autre date importante, donc 2025, c'est l'entrée en vigueur des dispositions. Mais pour la France, il y aura 2022 avec la transposition de cette directive en droit français. Donc cette transposition ne remettra pas en cause, c'est ça que je tenais à dire, le dispositif qui existe déjà pour l'accessibilité des livres en faveur des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap peuvent s'adresser à des organismes habilités qui adaptent sur demande des œuvres sous droit. Avec l'arrivée du livre numérique nativement accessible, on ne fait évidemment pas disparaître ce canal qui restera vivant et qui sera, à mon avis, même revivifié, mais on ouvre une nouvelle opportunité d'accéder à un catalogue encore plus large aux personnes en situation de handicap qui n'avaient jusqu'alors pas ou peu accès au circuit commercial. Voilà, donc on voit bien que pour les éditeurs, ça représente
une échéance à partir de laquelle ils sont dans l'obligation que leurs fichiers, les fichiers de leurs livres numériques soient nativement accessibles et que ça a des implications très nombreuses pour ceux-ci. Et c'est un sujet dont s'est emparé le groupe de travail normes et standards du syndicat national de l'édition. Et comment vous avez abordé la question, Louis ? Oui, donc bonjour. Alors, comment on a abordé la question ? J'ai préparé une petite présentation pour tenter de vous expliquer comment on a abordé la question et comment les éditeurs devraient aborder eux aussi, tous les éditeurs devraient aborder eux aussi toute la question. Parce que je me suis penché sur les chiffres du SNE et du ministère de la Culture. Il y a à peu près 10 000 éditeurs en France. Alors, c'est un chiffre qui paraît énorme, mais ils ne publient pas tous le même nombre de livres. Il y a 800 000 références de livres disponibles, 310 000 références en livres numériques disponibles et 68 000 nouveautés par an. Ce qui veut dire au SNE, mais dans n'importe quelle maison d'édition, dans l'édition, on peut les classer, les livres, suivant la complexité de la maquette, donc les maquettes simples, ce qu'on appelle le noir, le noir. Donc vous avez 36% des exemplaires vendus dans toutes les catégories qui sont citées. Les maquettes complexes, 26%. Et les maquettes structurantes. Alors par structurante, c'est-à-dire que c'est l'image imbriquée dans le texte qui fait sens. Jeunesse, BD, manga, etc. Ce qui veut dire qu'en extrapolant, en 2025, il faudra rendre accessible 42 000 ouvrages par an. Vérifier les 300 000 titres existants et en transformer à peu près 188 000. Voilà, ça c'est c'est une extrapolation à partir des chiffres que j'ai trouvés. Si ça se trouve, il y a plus, si ça se trouve, il y a moins, mais ce n'est pas le problème. C'est que, juste pour vous dire, pour les éditeurs, à partir de 2025, il va vraiment falloir se retrousser les manches parce que sinon, ça risque d'être ça pour l'édition numériquement accessible. Et le lendemain de 2025... on sera tous gelés, voilà. Tout sera arrêté. Alors naturellement, c'est un peu anxiogène, mais c'est dans l'air du temps. Pour éviter d'en arriver là, donc, au sein du SNE, on a réfléchi, et la réponse qu'on trouve le plus simplement possible, c'est qu'il faut structurer le plus possible en amont les ouvrages, préparer les textes alternatifs pour les images et les graphiques le nécessitant, et préparer les métadonnées d'accessibilité. Et pour ce faire, il faut absolument s'affranchir des contraintes liées à l'impression de l'ouvrage, oublier le côté graphique de la chose et séparer le fond de la forme. Je vous donne juste un petit exemple. Voilà, ça c'est un morceau de la Bible de Gutenberg, 1450. C'est le début du livre des Lamentations de Jérémie. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a du rouge, ce sont les débuts de sous-section. Tout en haut, c'est le titre, il y a une énorme lettrine, c'est un E. Et vous avez des sous-sections, Aleph, Bet, Gimel, qui sont les lettres de l'alphabet hébraïque, et qui donnent les noms des sous-sections. Mais ça, c'est très dur à lire aujourd'hui. Mais une fois qu'on a séparé le fond de la forme, on peut obtenir ceci. C'est-à-dire que si on a fait cela, ça c'est sous le capot, on obtient ceci sans aucun problème. Et pour séparer l'un de l'autre, rien de mieux que de commencer par Word et poser des styles les uns après les autres. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape pour obtenir des EPUB nativement accessibles, eh bien, c'est la fameuse charte technique que l'on a, surtout que Laurence a développée au sein du groupe Normes et Standards. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, je vais vous parler du contenu de cette charte et de sa logique. Donc, je rappelle, puisque ça a déjà été évoqué, qu'on se place dans un contexte de production nativement accessible par opposition à une production adaptée, donc nativement accessible, qui va adresser tous les publics, dont les publics aujourd'hui empêchés de lire, et notamment 4 types de handicap: visuel, moteur, auditif et cognitif 10.
mais en offrant donc un service minimum à l'ensemble de ces publics, contrairement à une production adaptée qui, elle, va pouvoir développer une offre de services ciblée, entièrement dédiée à un handicap, voire à une conjugaison de handicap pour des personnes isolées. Voilà. Donc ça, c'est très important de le garder en tête. Et la deuxième chose à garder en tête, c'est que cette production nativement accessible permet aux éditeurs de n'avoir qu'un seul flux de production de titres commerciaux qui donc vont adresser et le grand public et les publics empêchés de lire, et qui en fait va profiter à tout le monde parce que ça va améliorer la qualité de la production grand public en étant plus responsive, plus interopérable, avec un meilleur comportement sur les systèmes de lecture et l'exploitation des paramètres utilisateurs. Et évidemment, ça va permettre l'utilisation des techniques d'accessibilité, donc synthèse vocale et braille, transcription braille. Voilà. À qui s'adresse la charte Alors, qui a été rédigée donc la charte s'adresse aux prestataires d'EPUB et à leurs commanditaires qui vont pouvoir adresser la charte lorsqu'ils passeront commande. Donc la logique de cette charte, c'était que le SNE accompagne tout le monde pour que personne ne reste sur le bord de la route et que tout le monde puisse rester à bord avec l'obligation de service d'accessibilité, et que chef de projet numérique ou fabricant ait juste à pointer cette charte lorsqu'ils passeront commande auprès de prestataires. Et la deuxième chose, c'est que les prestataires vont pouvoir avoir un retour sur investissement dans leurs outils de production pour automatiser au maximum le caractère, une structuration nativement accessible et permettre, pour des choses simples en tout cas, de rester, de produire à coût constant. Donc c'est gagnant de gagnant. Donc les éditeurs partagent la même charte et les prestataires, compositeurs numériques peuvent s'appuyer dessus pour factoriser leurs investissements. Voilà. Pour bien comprendre en fait de quoi il s'agit précisément, est-ce que tu peux donner quelques exemples de questions précises, de points précis qui sont abordés dans la charte et auxquels les éditeurs, des situations que les éditeurs vont rencontrer, où ils vont se poser des questions, ils pourront se référer à la charte pour répondre à leurs questions. Tout à fait. Alors cette charte a pour périmètre dans ce que nous avons appelé les EPUB textuels, c'est-à-dire des EPUB à maquette simple qui ne comportent pas d'image informative. Et du coup, elle a été écrite en listant tous les types de contenus qu'on peut avoir. Et je vais prendre donc l'exemple de la langue et des notes pour vous montrer à quel point, lorsqu'on structure correctement les choses en sémantisant la structuration, HTML5 et avec les rôles ARIA et les EPUB types, etc., on va pouvoir améliorer la qualité pour tous les lecteurs. Donc sur la langue, le fait d'indiquer la langue d'une publication, de paragraphes, de mots isolés, ça va permettre pour les publics empêchés de lire d'avoir une synthèse vocale qui, évidemment, a une traduction graphiphonie adaptée à la langue du texte. Et puis pour le grand public, dans le cas où ils activent la césure, ça va permettre d'avoir une césure dynamique qui s'adapte à la langue, puisque les règles de césure, les règles typographiques de césure ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre. Et autre exemple, le cas des notes. Donc on peut avoir des notes de bas. Dans le papier, on a des notes dont le corps de note est positionné en bas de page, en fin de chapitre, en fin de publication. Dans la version numérique, idéalement, on devrait avoir des corps de notes qui puissent être tous en pop-up à partir du moment où on clique dans l'appel de notes. Et donc le fait de sémantiser les appels de notes et les corps de notes et de les qualifier comme tels va permettre au système de lecture de jouer du coup les appels de notes en pop-up le cas échéant. Voilà.
Et du coup, ce sont ces bonnes pratiques de structuration, puisqu'on n'invente pas enfin, c'est pas un nouveau format, hein, le format EPUB nativement accessible, c'est le format EPUB 3 qui s'appuie sur HTML5, sur CSS4, sur ARIA, donc qui va être la seule chose qu'on va rajouter en parallèle et en miroir des EPUB types, donc EPUB type destinés au système de lecture et rôle ARIA destiné aux technologies d'assistance. Mais donc c'est cette sémantisation qui va permettre de rendre un service à tous de meilleure qualité pour le grand public et un nouveau service pour les personnes empêchées aujourd'hui. Ok, pour mieux aider les personnes qui connaissent peu le sujet ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de se poser vraiment les questions, je pense que c'est peut-être utile d'ajouter que pour beaucoup de personnes empêchées de lire, notamment les personnes qui sont non-voyantes, hein, la manière en fait de lire un livre numérique, c'est de le faire lire par une voix de synthèse. Et en fait, par exemple, c'est l'exemple que tu viens de donner, on comprend bien que si la voix de synthèse a été entraînée pour lire correctement du français, avec les intonations qui vont bien, etc., et puis que dans le texte, il y a tout un passage en anglais, comme ça arrive extrêmement souvent dans les romans, eh bien, la voix de synthèse, arrivée à la partie en anglais, n'a aucun moyen de savoir que c'est de l'anglais. Elle va continuer à lire avec une prononciation française qui va être complètement incompréhensible pour le lecteur. Et donc, en fait, pour se lancer dans l'accessibilité, il faut en fait faire un travail un peu d'empathie et d'imagination. Et finalement, à chaque étape de la fabrication du livre, se souvenir tout simplement que le livre, il est lu. Et qu'il est lu la plupart du temps par une intelligence, par un algorithme, par un dispositif basé sur l'intelligence artificielle. C'est du traitement automatique des langues, donc on est sur le NLP. Voilà. Absolument, absolument. Et donc, qu'une information qui n'est pas rentrée dans le système, eh bien, le système ne la possède pas. Et donc, toutes ces choses qui semblent évidentes, et en fait, tout ce qui se voit n'est pas vu, quoi, n'est pas vu. Et tout ce qui est écrit est lu tel quel. Effectivement, si une note en bas de page n'est pas correctement balisée dans le texte, elle va être lue sur le même ton que le reste et rendant le texte parfois complètement incompréhensible. Et donc c'est cet effort aussi qui est nécessaire. Et donc l'avantage de cette charte, c'est qu'il y a un travail très important qui a été fait à la fois dans les maisons et puis après mis en commun au sein du groupe Normes et Standards, qui était de réfléchir au plus grand nombre de cas possibles, tous les cas qu'on peut rencontrer. Et on sait qu'on ne les épuise pas. Vous avez essayé, je pense, d'être le plus exhaustif possible. Oui, et en effet, donc, le plus grand nombre de cas possibles pour ces EPUB textuels, sachant que l'effort, l'investissement fourni par les éditeurs, par les personnes qui travaillent au groupe Normes et Standards, a été donc de s'approprier les besoins des personnes empêchées de lire aujourd'hui, de s'approprier les 3 standards donc, sur lesquels on doit s'appuyer pour construire une offre EPUB reflowable nativement accessible, à savoir EPUB Accessibility Techniques, WCAG et ARIA, et de tout écrire dans un seul document de référence en français, pour que nos compositeurs puissent travailler efficacement et utiliser directement ce document, donc, qui comporte des définitions, des exemples, des pointeurs vers les paragraphes spécifiques des 3 standards que j'ai évoqués, pour permettre aux compositeurs qui ont envie d'aller plus loin d'aller à la source aussi, s'ils le souhaitent, et de nous accompagner avec leurs compétences et leur retour d'expérience terrain sur ce sujet. À noter que les documents produits par le groupe Normes et Standards, cette charte, et puis de nombreux autres documents qui expliquent tout ce qu'il faut qu'un éditeur connaisse en ce qui concerne l'édition accessible, sont disponibles et téléchargeables sur le site du SNE. Et maintenant, pour essayer de toujours aller vers une représentation de plus en plus concrète et précise de, finalement, en tant qu'éditeur, on me dit qu'en 2025, mes livres devront être nativement accessibles, et puis pour l'instant, j'ai encore rien fait. Comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais aborder la question? Je vais poser à Bertrand Roqueton, la question de comment chez Hachette vous avez adressé cette question. Je sais que vous êtes parti assez tôt sur ce sujet, hein, comme pas mal de grands groupes d'édition. Mais concrètement, un éditeur se dit, je dois faire face à cette obligation. Comment commencer? Quoi faire?
Je dirais que ça commence par beaucoup de sensibilisation en interne, donc de faire comprendre les enjeux autour de ce sujet de l'accessibilité. Donc, comme l'indiquait Dienaba, il y a effectivement la directive qui arrive en 2025, le côté, on va dire, contraignant, mais il y a aussi un enjeu sociétal au fait de faire le maximum pour que nos livres soient lisibles par tous les publics, que nos livres soient vraiment accessibles à tous. Donc, c'est avant tout, je pense, faire comprendre les enjeux, parce qu'on aura besoin des éditeurs, des équipes éditoriales pour travailler sur des versions de livres numériques nativement accessibles pour des ouvrages vraiment complexes. Enfin, je veux dire, c'est absolument indispensable que tout le monde ait intégré l'enjeu et pourquoi on fait ça, pourquoi on mobilise ces ressources-là. Alors nous, pour Hachette Livre, on s'inscrit complètement dans les travaux du groupe Normes et Standards, ce qui a été expliqué par Louis et par Laurence. Donc évidemment, la première chose, c'est de regarder cette charte et de commencer à passer, je pense, comme instruction à ces compositeurs, aux personnes qui fabriquent les livres numériques pour ce qui concerne les ouvrages textuels, de sorte que la charte soit respectée et que ce soit des EPUB 3 qui sont déjà avec un très bon niveau d'accessibilité. Donc, pour ce qui concerne Hachette, on a fait le choix de faire un grand nombre de travaux en centrale pour notamment, en avance de phase, faire uniquement de la production en EPUB 3 pour tous ces ouvrages de texte depuis quelques années. Et on voit que c'est, je pense, c'est vraiment un des points clés, c'est parce qu'on se rend compte, dans les chiffres que tu partageais, Louis, il y avait à peu près 40% d'ouvrages textuels sur le marché français. Nous, notre catalogue de livres numériques, on est plutôt à 60. C'est vraiment là où il y a l'essentiel aujourd'hui du marché numérique. Donc on a voulu être concret, quoi. On a démarré là-dessus, exactement comme le groupe Normes et Standards. Il faut bien démarrer quelque part. On a commencé sur les ouvrages de texte, sur les ouvrages textuels pour tout ce qui concerne les catalogues grand public. Donc oui, je disais de la formation, s'inscrire dans les travaux du groupe Normes et Standards et de l'interprofession, commencer à en parler avec ses prestataires, puisque la plupart des producteurs d'EPUB travaillent avec de grands nombres d'éditeurs et du coup vont avoir connaissance de cette charte, vont être de plus en plus experts de cette charte et vont être capables de produire des fichiers livres numériques qui sont déjà très bien structurés. Et ensuite, on arrivera à des questions un peu plus compliquées autour des images, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Je vais peut-être vous donner un exemple concret qui concerne les métadonnées d'accessibilité, de ce qu'on a mis en place chez Hachette et ce que d'autres éditeurs pourraient mettre en place. C'est une fois qu'on a un e-book qui est accessible, qui par exemple est un roman qui ne contient pas vraiment d'images, qui est bien structuré en EPUB 3, qui respecte le cahier des charges, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire savoir que cet EPUB 3, il est accessible, il a un bon niveau d'accessibilité et on veut envoyer cette information-là aux plateformes, aux libraires numériques, pour qu'elle soit mise en avant. Donc nous, on a développé un outil en interne qui, en utilisant des contrôles comme le logiciel ACE, que vous connaissez bien, qui est un outil de contrôle d'accessibilité, on est capable de vérifier qu'un e-book de texte passe bien ACE et passe certains contrôles supplémentaires qu'on a décidé de mettre en place pour pouvoir lui apposer des métadonnées d'accessibilité automatiquement et ensuite les envoyer aux plateformes, aux libraires numériques. Donc je pense que ça, c'est un des points aussi importants pour que progressivement, aussi du côté des libraires, on ait une mise en valeur de ces ouvrages-là par rapport au reste du catalogue. On puisse les identifier sur les sites de vente et puis à terme que certaines personnes puissent les acheter sur ces sites-là. Donc voilà, il y a différents axes, mais je pense que ça passe beaucoup par, donc, comme je le disais au démarrage, une compréhension des enjeux et de la sensibilisation sur le sujet qui n'est pas forcément simple. Tu as évoqué les libraires. En fait, on comprend bien qu'il ne suffit pas que simplement les livres numériques soient nativement accessibles. Il faut que l'ensemble de la chaîne le soit, si on veut que les personnes empêchées de lire puissent procéder à l'acte d'achat des livres numériques accessibles, nativement accessibles. Je vais demander à Dienaba comment finalement vous adressez au ministère. Enfin, j'ai un peu la réponse, mais c'est peut-être un peu ça qui vous a conduit à mettre en place ce comité de pilotage, c'est-à-dire de rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre autour d'un projet, autour de l'accessibilité. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ce comité dirigé par Rémi Gimazan et de son fonctionnement et puis de la feuille de route qu'il s'est donnée.
juste avant de revenir sur ce comité de pilotage, moi je vous ai parlé d'une directive et je vous ai juste dit il faut rendre les livres numériques accessibles. Et mes collègues autour vous ont parlé d'une charte, de l'EPUB 3, du livre nativement accessible. Ça, ce n'est pas dans la directive. Donc la bonne nouvelle par rapport à l'anniversaire que nous sommes en train de préparer, c'est que les préparatifs de la fête s'annoncent plutôt bien, puisque la directive ne fixe aucun standard, mais il semble, d'après ce que nous venons d'entendre, qu'il y ait un standard qui existe déjà, sur lequel les éditeurs s'appuient. Et sur ce standard, l'EPUB 3, on implémente, c'est ça Louis, des fonctionnalités d'accessibilité qui transforment cet EPUB 3 en EPUB 3 nativement accessible. Toute cette machinerie n'est pas inscrite dans la directive. En revanche, les éditeurs, notamment par la voix de la Fédération des éditeurs européens, ont su faire valoir au niveau de la Commission européenne que ce standard existait déjà et qu'il était largement capable de répondre aux quelques critères techniques qui sont donnés dans la directive. Donc ce que je tenais à dire, c'est que 2025, c'est après-demain, mais il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, à mon avis. Le secteur est au travail. Et des solutions sont en train de se construire, et on en a vu encore d'autres ce matin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la fête. Et je reviens sur cette histoire de fête. En plus, c'est bientôt Noël, donc vous attendez tous un cadeau. Vous espérez tous que Noël se passe bien. On a un défi à relever. C'est-à-dire, il y aurait un autre anniversaire, peut-être un peu moins heureux, qui serait de fêter celui de la loi de 2005. Et si vous vous adressez aux personnes en situation de handicap, elles vous diraient que bien des dispositions de cette loi ne sont toujours pas respectées aujourd'hui. Donc, nous devons faire en sorte que la fête soit réussie et que les personnes empêchées de lire ne soient pas de nouveau déçues en 2026, en 2027, en 2028 ou en 2029, parce qu'on aurait oublié le gâteau pour la fête. Du coup, ce COPIL, comité de pilotage interministériel, qui existe depuis 2018, donc avant le vote de cette directive, réunit en effet non seulement les pouvoirs publics, donc ministère en charge des personnes en situation de handicap, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de la culture, comité interministériel au handicap, un établissement public, le CNL, effectivement les organisations interprofessionnelles, éditeurs, libraires, vente à distance, puisque cette directive concerne aussi tous les services de commerce en ligne, libraires, j'ai dit, voilà, que je n'oublie personne, et bien évidemment des associations qui représentent les personnes en situation de handicap. Ça veut dire que toutes ces personnes sont réunies depuis 2018 pour travailler à la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles. Entre autres, comment faire pour que l'ensemble du secteur fasse en sorte que l'EPUB 3 soit généralisé, qu'il y ait une bonne connaissance de la manière d'intégrer ces fonctionnalités d'accessibilité, comment sensibiliser les éditeurs, les plus petits, à cette production du livre numérique nativement accessible. Il y a aussi une réflexion menée, et là on va au-delà de la directive, sur le signalement, la manière dont les personnes empêchées de lire vont identifier ces livres. Il y a aussi une réflexion menée avec le ministère de la Solidarité, des Solidarités et de la Santé sur les outils à mettre à disposition pour la lecture de ces fichiers, la formation, 12 axes sur lesquels nous travaillons depuis 2018 pour que l'ensemble des parties prenantes soient embarquées dans cette aventure. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose ? En fait, 2025, ça peut paraître loin, mais il faut bien avoir en tête qu'en effet, que c'est toute la chaîne de livres qui doit être prête le jour J. Et du coup, ça signifie que la production doit être prête, et potentiellement pour tous les types d'ouvrages, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune restriction dans la directive sur le type d'ouvrage.
des exemptions potentiellement, mais en tout cas, c'est pas lié au type d'ouvrage. Il faut que la diffusion vente soit prête, et il faut que la lecture aussi soit prête, les logiciels de lecture soient prêts et que les technologies d'assistance soient prêtes. Donc en fait, c'est un grand puzzle. Tout le monde travaille en parallèle depuis plusieurs années pour être prêts tous ensemble au rendez-vous et réunir les pièces du puzzle le jour J. Voilà. Alors, on a évoqué rapidement en début de table ronde la question des images, et je vais peut-être interroger, et je sais que c'est une question qui occupe actuellement le groupe de travail Normes et Standards, et que c'est une question extrêmement complexe. Et je veux bien, Louis, que tu nous indiques un peu comment vous abordez cette question des images, même si presque tout le monde est d'accord qu'il faut commencer par le simple, hein, quand on aborde l'accessibilité, commencer par adapter les livres qui n'en comprennent pas, qui n'ont pas d'images informatives. Mais bon, on anticipe sur une obligation qui va inclure les livres illustrés. Oui, absolument. D'autant plus que quand on parle d'image, on s'imagine toujours des tableaux ou autres, mais dans les images, vous avez aussi les graphiques, les tableaux qui ont été traités sous forme d'image parce que pour les contraintes techniques de la visualisation sur un reader vont être obligés d'être traités en image au lieu de rester en HTML parce qu'ils sont trop longs, trop compliqués à rendre. Et donc, au sein du groupe Normes et Standards, on a eu toute cette réflexion, on continue à avoir cette réflexion pour tout d'abord faire une typologie des images et ensuite faire un arbre de décision pour savoir si l'image nécessite ou pas d'avoir un texte alternatif. Beaucoup d'images, comment dire, parce que même un cul de lampe dans un livre est aussi une image, ne nécessite pas, c'est juste de la décoration, ne nécessite pas d'interprétation. Ensuite, vous avez toutes les images qui, elles, nécessitent une interprétation et qui, là, vont demander effectivement un texte alternatif. On travaille en ce moment sur le rendu du texte alternatif parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus, suivant la longueur du texte. Ça peut très bien rentrer dans un attribut de balise, mais il va falloir, pour certains textes, notamment tout ce qui est graphique, si on veut les développer pour que tout le monde puisse en avoir connaissance, il va falloir mettre l'explication ou toute la lecture du tableau ou du graphique ou du nuage de points, c'est le plus dur, dans une note ou cachée dans le document, mais toujours accessible de toute façon aux personnes handicapées. Donc c'est tout notre axe de réflexion là-dessus. C'est quelque chose, les Italiens de la LIA sont assez avancés là-dessus. Vous avez chez Benetech aussi, ils sont pas mal avancés. Et tous nous disent, de toute façon, la solution la plus simple, c'est de se lancer dedans. C'est de se lancer dans le grand bain et puis de voir le retour que ça donne. Tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est le plus dur à faire quand même. C'est vrai que c'est encore un des domaines où on apprend beaucoup en marchant. Enfin, sans dévoiler des secrets, je peux dire que, par exemple, chez Editis ou comme chez Hachette, on a mis en place aussi tout un processus pour passer notre chaîne de production en nativement accessible. On ne cesse d'échanger. Enfin, le groupe de travail qui est dédié à faire avancer ce sujet ne cesse d'échanger sur des cas. Je vois passer des mails qui racontent, voilà, j'ai affaire à... C'est souvent Laurence qui finalement est destinataire final, enfin surtout donne la réponse. Voilà, j'ai le cas par exemple d'une page avec, je ne sais plus ce que c'était, plein de typos différentes. Voilà, alors évidemment ça fait un effet visuel, ces changements de typos dans la page, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse rendre ça en version audio? Alors donc les cas ils sont infinis, et c'est vrai que évidemment qu'ils peuvent pas tous être listés dans la charte et qu'il faut faire appel à son bon sens. Et puis petit à petit, toutes les personnes impliquées dans le process vont avoir une sorte de répertoire interne des situations, en connaître de plus en plus, être de plus en plus à même de prendre les bonnes décisions pour le traitement des divers cas.
Ouais, et je dirais que la principale difficulté, justement, c'est que du coup, nous avons besoin des éditeurs, voire même des auteurs, pour savoir quelle est l'intention portée par une illustration, une photo, enfin, n'importe quelle forme graphique, et quelle est l'information ou le message émotionnel, le cas échéant, qui doit être porté, transposé sous forme textuelle à partir finalement du brief icono qui a souvent été donné par l'auteur et l'éditeur à un icono qui a sélectionné une image. Donc en fait, on a besoin de ça, et ça bouleverse nos processus, puisque très souvent, les éditeurs ne sont pas à bord dans la production de nos e-books Reflowable aujourd'hui. Et finalement, au-delà de la technique où ça répond bien présent côté prestataire, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est les process. Voilà. Oui, malheureusement. Et qu'il y ait des images ou pas dans l'e-book. C'est ça la plus grande difficulté en ce moment. Oui, donc sensibiliser, c'est par cette question que tu as commencé. Comment vous vous êtes pris chez Hachette pour essayer de sensibiliser les éditeurs, qui sont des personnes très occupées, qui ont beaucoup de livres à faire et rarement assez peu de bandes passantes pour s'occuper dans le détail des livres numériques? Pour ce qu'on a fait cette année, oui, c'est clairement le sujet des textes alternatifs, des images, qui est le cœur du message qu'on a porté vers les éditeurs. Parce que comme ça a été indiqué juste avant, c'est l'éditeur qui va décider quel doit être le texte alternatif, court, long. C'est lui qui a le message, parfois peut-être en lien avec l'auteur, qui sait exactement ce qu'il faut indiquer. Ce n'est pas un travail technique. Du coup, c'est sûr qu'on a vraiment mis l'accent là-dessus, sur le fait qu'il fallait y aller progressivement, mais il fallait commencer à renseigner. Et en s'exerçant, on allait faire probablement des erreurs, mais c'est pas grave. Il fallait commencer à démarrer et à mettre des textes alternatifs dans les ouvrages de fiction, dans les nouveautés de fiction. Donc, je pense que c'était vraiment rappeler les enjeux, indiquer qu'on avait quand même levé la plupart des barrières techniques sur le format EPUB 3. Maintenant, on sait quand même bien faire des ouvrages qui sont très bien structurés, très propres. Il n'y a pas besoin d'une intervention des équipes éditoriales là-dessus. Mais que sur la partie texte alternatif, là, on ne peut plus le faire uniquement avec des équipes techniques. C'est vraiment un boulot éditorial. La bonne nouvelle aussi, c'est que les organismes de formation proposent de plus en plus des formations, certaines courtes, certaines un peu plus longues, y compris des formations en ligne. Et c'est important que les éditeurs aient connaissance de ces outils, parce que ça facilite quand même la montée en compétence des équipes, que ce soit la sensibilisation ou même des équipes qui vont être amenées à avoir une intervention plus technique. Pour revenir un petit peu sur les différents types de mise en accessibilité des livres, Diana Ba, est-ce que vous pouvez nous parler de finalement la façon dont ces différentes modalités entre le livre numérique nativement accessible et le livre adapté, avec le dispositif que les éditeurs connaissent tous, qui est le dispositif Platon, comment finalement ces deux offres vont pouvoir s'articuler entre elles? Déjà, si on arrive bien à être d'accord sur qu'il y aura un circuit commercial avec le livre numérique nativement accessible et un circuit non commercial qu'on connaît, qui est l'édition adaptée, déjà c'est pas mal, puisque je commence déjà à lire du livre numérique adapté, livre accessible adapté. Donc déjà, dans le vocabulaire, j'espère qu'on va réussir à s'entendre sur ce qu'on met derrière ces termes-là. Sachant qu'on a aussi aujourd'hui de l'édition spécialisée. Vous avez des éditeurs qui, dans les circuits commerciaux, s'adressent à ce public-là. Donc il va falloir essayer d'y voir clair. Sur ce qu'on appelle l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap, c'est un peu la procédure que j'expliquais tout à l'heure. On est un peu sur du sur-mesure. C'est-à-dire un usager a un besoin particulier, il s'adresse à un organisme habilité par la commission exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap, commission qui regroupe justement des représentants des ayants droit et des représentants d'associations de personnes en situation de handicap, et l'usager a accès à un ouvrage adapté gratuitement. Et donc ce dispositif-là reste, parce que ce livre numérique nativement accessible dont on parle, on ne peut pas garantir aujourd'hui qu'il répondra à 100% des besoins
de toutes les personnes empêchées de lire. Donc même s'il y a un livre numérique nativement accessible sur le marché et qu'il ne répond pas aux besoins d'un usager donné à un moment donné, il pourra faire appel à l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Donc les deux voies, comme je le disais tout à l'heure, vont coexister et c'est tant mieux. Pour garder ce qu'expliquait Laurence, hein, dans le nativement accessible, on est dans de l'accessibilité universelle. C'est un livre pour tous et finalement qui va être personnalisé d'une certaine manière en fonction des besoins. Et du côté de l'édition adaptée, on est vraiment sur du sur-mesure. C'est un livre pour un. Et peut-être on peut ajouter que les associations qui font de l'adaptation auront aussi à continuer d'adapter tous les livres qui vont être dans l'exception. C'est-à-dire qu'on va faire nos meilleurs efforts pour passer en nativement accessible la plus grande partie de notre catalogue, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et la directive en fait état en indiquant que lorsqu'un livre impose des efforts disproportionnés à l'éditeur pour qu'il soit possible d'en faire une version accessible, eh bien, dans ce cas-là, il n'en a plus l'obligation. Donc il y a quand même toute une catégorie d'ouvrages à mise en page complexe qui nécessiterait un engagement de l'éditeur hors de proportion avec la possibilité de revenir sur même d'arriver au point mort, quoi. Donc qui fait que là, ces livres-là, ils seront pas en nativement accessibles et de fait, on contraste toujours sur les associations pour les rendre accessibles aux différents publics. D'ailleurs, c'est l'autre bonne nouvelle. Vraiment, c'est Noël. Hein. C'est de voir que ce dialogue, il devient de plus en plus intense entre le secteur de l'édition adaptée, finalement, et le secteur commercial. Parce que, bien évidemment, il va y avoir des convergences dans certaines pratiques. Et ils vont aussi avoir un autre rôle. Les associations vont aussi avoir un rôle de médiation particulièrement important, puisque ce n'est pas nécessairement dans les usages de passer par le EPUB 3 en matière de lecture. Les outils que l'on connaît ne lisent pas encore tous cet EPUB 3. Donc non seulement elles vont continuer, bien entendu, à adapter des livres, mais elles vont aussi avoir une mission supplémentaire qui est de sensibiliser leur public à ce format qui va arriver et aux outils qu'il faudra utiliser pour lire ce format. J'ai encore une question peut-être pour Laurence. Est-ce qu'il n'y a pas, avec ce passage au nativement accessible, un risque pour les petits compositeurs, enfin les prestataires de petite taille, sachant qu'on en a rencontré beaucoup, mais on a rencontré plutôt les plus importants, et beaucoup d'éditeurs travaillent avec des prestataires qui sont des toutes petites entreprises. Comment ces entreprises vont pouvoir monter dans le train d'accessibilité ? C'est tout l'esprit de la charte du SNE, justement, donc qui était de ne laisser personne sur le bord de la route, de permettre à tout le monde de rester à bord, de garder la diversité dans notre écosystème, petits éditeurs, éditeurs avec des politiques numériques ou d'accessibilité différentes, et même chose pour les compositeurs, bon, même si sur compositeurs numériques, forcément, ils ont des compétences numériques, mais sur l'accessibilité et les standards en langue anglaise, ça pouvait poser des problèmes pour certains. Donc c'est vraiment l'esprit de cette charte où on a fait de notre côté, avec les personnes techniques qui travaillent pour les grands groupes d'édition, l'effort d'appropriation de ces standards pour les restituer aux petits compositeurs aussi, pour qu'ils puissent très facilement du coup savoir quoi faire, dans quel cas de figure, et pouvoir continuer de travailler pour nous, avec nous. Voilà. Et pareil pour les petits éditeurs, donc chefs de projet numérique ou fabricants qui vont juste pointer sur la charte en passant commande en disant je veux un livre nativement accessible qui respecte la charte du SNE. Voilà. Voilà. Tiffany me dit qu'elle a au moins une question. Oui, alors il y a plusieurs questions sur la plateforme que je vais essayer de résumer. Le premier ensemble, c'est l'obligation d'accessibilité des éditeurs est-elle rétroactive ? S'impose-t-elle à l'ensemble de leur catalogue, y compris les fichiers déjà produits ?
ou est-ce à partir d'une production initiée à une date précise, et dans ce cas-là, laquelle? Diana Ba. C'est la question. Voilà, ça fait vraiment partie des discussions actuelles. Donc en effet, on a parlé du flux. Donc les livres produits à partir de 2025 devront être rendus accessibles dans les limites que j'ai évoquées tout à l'heure. Et effectivement, se pose la question des livres publiés avant 2025 et qui seront encore sur le marché en 2025. Et pour l'instant, à ce jour, au moment où je vous parle, on se prépare aussi également à ce qu'on appelle, chacun dans son langage, la conversion du fonds, la conversion du stock. Et là, c'est encore un autre enjeu, parce qu'il ne suffit pas juste de faire évoluer sa chaîne de production. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette réflexion sur le texte alternatif aux images et le coût de la reprise de ce fonds. Vous pourriez peut-être nous parler de l'étude en cours à ce sujet? Donc devant le nombre d'interrogations que suscite en effet cette directive, et je le répète, ces interrogations, ce ne sont pas des interrogations des pouvoirs publics, ce sont des interrogations partagées avec l'ensemble des professionnels et l'ensemble des associations. Le ministère de la Culture a en effet lancé une étude sur l'impact de cette directive sur le secteur du livre numérique. Et nous espérons évidemment partager les résultats des travaux de cette étude à laquelle le SNE participe activement. Et j'en profite d'ailleurs pour le remercier. Il y a Tiffaine et Louis là, qui ont été des relais très importants pour l'équipe qui mène cette étude. On espère justement réussir à mesurer cet impact sur le flux, sur le fond, sur les coûts, sur les moyennes, petites tailles, sur les pratiques professionnelles. Voilà. Donc on va attendre un peu pour avoir les résultats. Ensuite, deux questions peut-être plus côté composition d'Adrien Gardeur. EPUB Type ne sert pas vraiment tant que ça aux applications de lecture. Tout pourrait se faire via des rôles ARIA sur des applications de lecture modernes. Et deuxième question, et je vous laisserai rebondir, en dehors de la question des textes alternatifs, la question des EPUB Fixed Layout accessibles reste un vaste chantier sur lequel le W3C planche encore, notamment pour publier une première recommandation. Oui, donc l'EPUB Type, en effet, n'est pas pleinement exploité aujourd'hui dans les applications de lecture. De toute façon, la convergence EPUB HTML, qui a été initiée par le ralliement du standard EPUB au W3C, en effet, tend à laisser penser que l'EPUB Type peut à terme disparaître au profit du rôle ARIA qui du coup pourrait servir tous les publics, lui aussi, et pas seulement les publics en situation de handicap qui utilisent des technologies d'assistance. Faut voir si le recouvrement fonctionnel est vraiment total, notamment parce qu'il y a aujourd'hui des valeurs EPUB Type, qui ne pas des moindres, qui sont liées à la notion de publication, qui n'ont pas d'équivalent ARIA aujourd'hui, à proprement parler. Voilà. Il y a certains EPUB Type notamment qui servent véritablement à montrer ce que c'est qu'un livre, notamment Front Matter, Back Matter et Body Matter. Ça sert à montrer ce que c'est que la structure d'un livre et la compréhension de l'objet livre, donc qui déréférencie énormément une page HTML, une page d'un site internet, d'un livre. Donc moi personnellement, l'EPUB Type doit continuer à exister, ou alors le rôle ARIA doit évoluer, mais il faut qu'il y ait convergence ou conserver les deux. Tout à fait. Et en ce qui concerne le Fixed Layout, tout est à faire et il n'est pas trop tard pour commencer et essayer d'y voir plus clair dans
ce qui est de la responsabilité du format qui doit préciser des choses, ce qui est dans la responsabilité des logiciels de lecture, justement, ce qui est dans la responsabilité de l'éditeur, et comment éventuellement faire coexister dans un même package EPUB, un EPUB reflowable et un EPUB fixed layout, en utilisant le multiple rendition qui aujourd'hui n'est supporté par aucun logiciel de lecture. Une dernière question de la salle éventuellement? Non. Si on n'a pas d'autres, je vais donc poser la mienne. J'avais une question sur le calendrier de transposition de la directive. Vous avez évoqué en début de table la date, enfin l'échéance prévue, il me semble, par la directive de 2022. Est-ce que vous avez, alors, comme tout le monde le sait, l'année 2022 est une année électorale et notamment d'élections législatives, donc le Parlement a une session écourtée. Est-ce que vous avez toutefois une idée du calendrier un peu précis de transposition de cette directive ? Peut-être pas pour Noël 2021, mais Noël 2022. En revanche, voilà, les travaux sont en cours. Vous imaginez bien, il y a 7 ministères autour de la table. Dans ces différents ministères, il y a des directions générales différentes. Et donc, voilà, il y a tout ce travail-là à faire. Mais là, non plus, ne nous inquiétons pas. Je ne pense pas que les autres pays européens, à part un ou deux, soient plus en avance que nous là-dessus. Et eux aussi doivent composer avec à minima 3, 4, 5 ministères. Donc, pour l'instant, comme vous l'avez dit, avec le calendrier qui s'annonce présidentiel, il va falloir attendre de savoir quel sera le véhicule législatif, mais on est quand même déjà au travail, quoi. Et la prochaine étape, en tout cas, ce qui est sûr, c'est les discussions interministérielles, des propositions d'écriture, et très, très, très rapidement, dans les prochaines semaines, prochains mois, les échanges et les concertations avec les professionnels d'une part et les associations d'autre part, bien évidemment. Donc ce travail-là, de toute façon, est engagé. Et moi, je recommande vivement à toutes les maisons d'édition de suivre les transpositions en droit français parce que justement, c'est ce qui va tracer la ligne de partage des eaux entre ce qui est exempté ou pas. Et du coup, ça sera très impactant pour leur production. Voilà, merci à tous.